Mesdames, messieurs, très chers téléspectateurs, et vous qui êtes sur ce plateau pour entrer justement dans le vif du sujet, je vais vous faire lire d'ailleurs, je vais vous lire le message, alors la lettre du ministre de l'eau et de l'énergie à monsieur le directeur général de la société Eneo, la lettre qui date du 1er juillet 2020, eh bien, objet violation de la réglementation en vigueur de facturation par la société Eneo, concessionnaire du service public de distribution de l'électricité. Monsieur le directeur général, mon attention a été attirée sur de nombreuses plaintes des clients basse tension de la société Eneo consécutive aux facturations sur une base estimative de leur consommation d'électricité pour les mois de mai et de juin 2020. Dans des dizaines de milliers de clients ont en effet saisi ou se sont rapprochés des agences camerounaises d'Eneo ou alors les autorités administratives de l'ARCEL, mais aussi de mon département ministériel pour exprimer leur mécontentement sur le montant, il faut le dire, des factures reçues qui, selon les 10 clients, auraient été multipliées par 2, voire par 3, comparativement aux factures des mois précédents. Nous en parlions d'ailleurs sur ce plateau il y a quelques semaines. Pour prendre la mesure de cette situation, j'ai dépêché le 29 juin dernier, c'est-à-dire le 29 juin 2020, une mission conjointe Miné Arcel Eneo dans vos services déconcentrés de Yaoundé. Et du compte rendu qui m'en a été fait, il ressort que les écarts constatés sont justifiés par l'utilisation d'une nouvelle méthodologie de facturation que votre organisme a mise en place et qui est, il faut le dire, basée non plus sur les relevés réels des index de consommation à partir du compteur du client, mais plutôt sur une estimation des 6 derniers mois de consommation des clients. Ce qui est encore une autre chose très curieuse. Je tiens à vous faire observer à cet égard que cette démarche entreprise sans l'autorisation préalable de l'ARCEL est en violation de la réglementation en vigueur, notamment l'arrêté numéro 13013/Miné, c'est-à-dire ministre de l'eau et de l'énergie, du 26 janvier 2009 portant approbation du règlement du service de distribution d'électricité. Le ministre rappelle d'ailleurs l'article 7.1.1 du dit arrêté qui dispose en effet, s'agissant du relevé des compteurs, que la facturation est effectuée soit sur la base des relevés des compteurs des clients, soit au moyen de tout autre mode de facturation qui pourra être mis en place par Eneo avec l'accord de l'ARCEL. Le même, il faut le dire, article en son alinéa 1, 2 stipule par ailleurs, s'agissant de la facturation basse tension, que la quantité d'énergie à facturer est calculée par différence entre le dernier index servi, c'est-à-dire le mois dernier, à la facturation précédente et l'index relevé par AESonnel ou exceptionnellement par l'index communautaire par le client, communiqué par le client. Voilà ce que le ministre va déclarer. Mais pour entrer également dans le vif du sujet, il faut préciser par ailleurs que le ministre donne également un autre avis, compte tenu donc des conséquences sociales et des risques de troubles à l'ordre public, que souligne d'ailleurs le ministre de l'eau et de l'énergie, qui pourrait résulter de cette violation flagrante des dispositions réglementaires. Je vous prescris la mise en œuvre des actions suivantes. La première, la suspension, il faut le dire, sans délai, de toute procédure d'estimation de la facturation de vos clients. En deuxième position, le traitement au cas par cas des réclamations des clients. Eh bien, des clients, le strict respect des dispositions de l'article 15, alinéa 4, de l'article du 26, de l'arrêté du 26 janvier 2009, sus évoqué, et selon lesquels, en cas d'erreur dans la facturation d'un client ayant pour conséquence une facture plus élevée que la précédente, que celle qui aurait dû d'ailleurs être, et que Eneo ne respecte pas les délais de réponse définis, Eneo paie une pénalité égale à la plus basse des valeurs suivantes. Eh bien, 50% du montant de l'erreur, le montant de la facture rectifiée, la reprise sans délai de la relève des index des compteurs et surtout l'établissement des factures correctives pour les clients dont la facturation est avérée mauvaise, le renforcement de la collaboration avec l'ARCEL et les associations des consommateurs pour la résolution de ce problème de facturation. Vous voudrez bien me rendre compte de la mise en œuvre diligente de ces
prescriptions auxquelles j'attache un grand prix. Veuillez agréer, monsieur le directeur général, l'assurance de mes salutations distinguées. C'est signé, bien sûr, du ministre, il faut le dire, de l'eau et de l'énergie du Cameroun. Messieurs, voilà ce qui a été dit, il faut le dire, le 1er juillet dernier, quand nous parlions d'ailleurs de ce problème de surfacturation et surtout des factures estimées, Dr Yam. Écoutez, le ministre est dans son rôle, sauf qu'il est dans la tactique. Et quand on est dans la tactique, à ce niveau de responsabilité, c'est un peu délicat. Il vaudrait mieux être dans la stratégie. Le secteur de l'électricité, c'est 4 niveaux. C'est 4 activités principales: la production, la transformation, le transport, la distribution. Les investissements les plus lourds sont les investissements de production et de transport. La transformation et la distribution sont des investissements relativement légers. Et au Cameroun, le secteur de la production est légalement libéralisé. Le seul secteur qui reste sous le monopole d'une seule entreprise, c'est le secteur de la distribution. La vérité, c'est que, allons au fond des choses. La méthodologie de Eneo, on pourra dire tout ce qu'on peut dire, mais vous avez une entreprise qui a 3 ou 4 inconvénients et qui se retrouve coincée. D'abord, Eneo est une entreprise étrangère dont les dirigeants, tout au moins ceux qui sont là aujourd'hui, très peu comprennent vraiment le Cameroun. En tout cas, le premier d'entre eux, il est au Cameroun depuis à peine 2 ans. Je crois qu'il comprend très mal le Cameroun et il ne sait pas très bien quelles sont les problématiques de l'énergie que nous avons dans notre pays. La deuxième chose, c'est que Eneo, c'est un peu comme une dame qui vend 2 tomates, mais qui a besoin d'une voiture pour aller livrer une tomate à gauche, une tomate à droite. Mais comment est-ce possible? La voiture pour livrer des tomates, alors que vous n'en avez que 2. C'est ça le problème c'est l'un des gros problèmes de Eneo. Une disponibilité de l'énergie qui est très faible en face d'une demande qui explose. En 2015, l'ancien directeur général disait que le Cameroun avait un déficit, c'était exactement le 25 juin, je crois, avait un déficit de 3000 mégawatts. Sauf que, en réalité, à l'époque même, tout le monde s'accordait à reconnaître parmi les experts que c'était plus du double. C'est-à-dire qu'en réalité, le Cameroun avait besoin de plus de 6000, entre 6000 et 9000 mégawatts. Les 3000 mégawatts correspondaient à ce qui était installé et dans le réseau actuel, quel était le besoin. Mais en dehors, c'est-à-dire si on tenait compte des nouveaux projets de promotion immobilière, d'industrialisation et de l'extension des villes, le besoin en 2015 tournait autour de 9000 mégawatts. Si on tenait compte d'un taux qu'appliquait Eneo même à l'époque d'évolution de l'ordre de 15% par an, eh bien, on se retrouvait, vous imaginez bien, 5 ans plus tard, à près du double. Donc, le besoin réel aujourd'hui de Eneo, c'est-à-dire du marché, la demande du marché camerounais tourne réellement aujourd'hui autour de 20 000 mégawatts. Vous enlevez plus ou moins 20%. Alors, le problème, c'est que Eneo n'a même pas 1500 mégawatts à vendre. À peine. Vous avez beaucoup d'installations, beaucoup de projets qui ont démarré, Memvele, Mekin, vous avez KPDC à Kribi, mais vous vous rendrez compte que tout cela peine depuis plus de 10 ans à donner le plein potentiel ou à donner des tomates à vendre à Eneo. Alors la conséquence, c'est que Eneo, qui avait pris un certain nombre d'engagements et dont la concession a été structurée de la façon dont elle a été structurée, croule sous des engagements financiers. Et du fait également de beaucoup de soucis liés à son management interne, croule aujourd'hui sous des engagements financiers extrêmement importants et urgents. Et donc, Eneo trouve les moyens de réduire les coûts. L'estimation des consommations est une astuce pour réduire les coûts. On a donc moins de releveurs sur le terrain et ça fait qu'en estimant, on peut réduire les charges que représentaient ces releveurs, on les a pas. Donc on réduit un peu les coûts. D'autre part, Eneo a commencé une opération de placement de compteurs intelligents. Bon, là, c'est vraiment une catastrophe. C'est-à-dire que nous sommes le seul pays au monde où vous avez une entreprise arrive, elle décide de vous placer des compteurs intelligents. Il n'y a aucune entité indépendante qui vérifie que les compteurs sont sérieux. La plupart des gens estiment que un
compteur intelligent de Eneo vous facture 3 fois automatiquement votre consommation. Or, il faudrait que nos universités soient mises à contribution. C'est-à-dire que il devrait y avoir à l'université des laboratoires, puisqu'on fait des études d'électricité là-bas, d'électronique, etc., d'électrotechnique. Il devrait y avoir, ces compteurs devraient être homologués, d'abord par la norme, mais après, peut-être une étude de nos universités ou de laboratoires indépendants du Cameroun, pour s'assurer que ces compteurs-là débitent effectivement, comptent effectivement la consommation réelle des clients. Donc, vous avez une entreprise qui essaie autant que faire se peut de se sortir la tête de l'eau. Si on peut jouer un peu sur votre consommation, si on peut réduire les coûts à gauche et à droite. Mais, à la vérité, nous sommes là dans la tactique. Nous devrions être sur la stratégie. Nous ne pouvons pas, le ministre, nous pouvons apprécier qu'il y ait eu cette sortie. Parce que il fallait quand même que quelqu'un siffle la fin de la récréation. Et ça ne peut pas fonctionner comme ça. Mais, nous devons aller dans la stratégie. Pour que les problèmes de Eneo se résolvent, il va falloir que nous produisions beaucoup plus d'électricité que cela. Vous ne pouvez pas avoir à peine 1500 MW d'électricité que vous pouvez vendre, alors que les besoins sont très élevés. 12 fois plus importants. Mais les gars, ils se battent comme ils peuvent. Et de l'autre côté, je pense qu'il faut que les Camerounais apprennent à savoir que les secteurs sensibles doivent être dirigés par eux-mêmes. Il n'y a pas, c'est quand même incompréhensible qu'une chose aussi sensible que l'électricité, si le ministre reconnaît qu'il y a des risques de troubles à l'ordre public, qu'il y a des risques de soulèvements sociaux, mais comment on peut confier ça à des étrangers? Vous ne pouvez pas confier ce genre de choses à des étrangers. Vous devez vous assurer que vous gérez cette affaire vous-même. Pour vous assurer que vous êtes en adéquation parfaite avec la gestion des risques de troubles sociaux. 2, que vous maîtrisez, vous créez donc le circuit de maîtrise, le schéma de maîtrise des technologies liées à ce secteur pour que vous puissiez donc le dominer et répondre aux besoins de votre population. Et 3, vous devez vous assurer que l'électricité fait partie des systèmes d'accumulation primitive. Vous ne pouvez pas vous permettre, là où les gens payent de l'argent tous les mois, vous confiez à des étrangers, vous allez gagner de l'argent comment? Alors que c'est ça qui doit vous rapporter de l'argent pour faire les routes et construire des écoles. Vous confiez ça à des étrangers parce qu'ils vous ont apporté 100 milliards alors que vous avez un budget de plusieurs milliers de milliards. Vous n'aviez pas 100 milliards pour racheter les parts. Il y a quand même quelque chose dans la stratégie qui fait problème. Donc ça c'est un. Et puis de 2, vous avez libéralisé le secteur de la production. Mais pourquoi il n'y a pas de producteurs indépendants depuis près de 10 ans? Pourquoi il n'y en a pas? Alors que le fait qu'il devait y avoir des producteurs indépendants qui puissent donc négocier avec Eneo, alors là c'est quelque chose d'incroyable. Si vous voulez produire de l'électricité au Cameroun, vous êtes obligé d'aller négocier avec une société étrangère pour produire de l'électricité au Cameroun. C'est quoi cette affaire-là? Mais c'est quoi ça? Vous êtes, supposons même que vous soyez Camerounais, c'est-à-dire que vous êtes Camerounais pour produire de l'électricité au Cameroun et la vendre, vous négociez avec des étrangers. C'est quoi ça? Donc sur le plan stratégique, le truc est complètement enfumé et donc vous ne pouvez pas vous en sortir. Je pense que ce genre d'émission, c'est moins pour taper sur notre gouvernement, ils ne sont pas parfaits, personne n'est parfait, mais c'est pour attirer leur attention et c'est pour qu'ils comprennent qu'on contribue et qu'on leur dit, vous devez vous assurer que le niveau stratégique soit dégagé. Et qu'il n'y a pas de raison que lorsqu'un Camerounais veut produire de l'électricité, il s'adresse à des étrangers. Ça n'a aucun sens dans son propre pays. 2. Et 3, puisque le secteur a été libéralisé et que lorsque les investissements sont faits, mais attendez, les gens ne vont pas aller porter les centrales ou les barrages et partir avec. Et de l'autre côté, sur le plan stratégique, il y a des actions à court terme, des actions à long terme. Des actions à long terme pour construire tous les barrages. Construire un barrage hydroélectrique demande entre 7 et 10 ans, parfois plus que ça en fonction de sa taille. Or, vous pouvez avoir des solutions à court terme qui peuvent se gérer sur 18 mois à 2 ans, qui sont des solutions de centrales à gaz que vous pouvez construire en 2 ans, qui vous permettent de vous développer. Bon, alors, mais sur le plan stratégique, on a pris l'option de dire qu'on va privilégier l'hydroélectricité. Donc, en réalité, on a dit, on se donne 10-20 ans pour augmenter la production. Pendant ce temps, les gens vivent de quoi? C'est justement la grande interrogation, Dr Yam, ce matin. Et c'est ça les soucis. C'est-à-dire que Eneo qui est là, qui n'a pas assez à vendre,
mais qui doit quand même amortir le peu d'investissement qu'ils ont fait depuis qu'ils sont arrivés. Ils ont quand même rénové le barrage de Déa, le barrage de Son Loulou, je crois, et une partie des travaux aussi au barrage enfin, un certain nombre d'aménagements qu'ils ont fait, ils ont continué. Aujourd'hui, il faut qu'ils rentrent dans leur argent. Et c'est cette pression des remboursements et des actionnaire qui fait que ils sont obligés de réduire les coûts drastiquement pour récupérer de l'argent. Et pendant ce temps, c'est le peuple, la Le population peuple, lui, souffre. Alors que parmi ce peuple, il y a des fils de ce peuple-là qui peuvent non seulement, qui veulent produire de l'électricité, pour qui il y en ait beaucoup plus, qui veulent investir, qui peuvent attirer des investisseurs étrangers pour qu'on ait tout cela, pour qu'on ait de la production et du transport et de la transformation. Oui. Mais il y a d'autres problèmes de fond. Et c'est ça que je dis, en fait, le vrai problème, c'est la stratégie. L'autre problème de fond, c'est que chaque fois que vous faites venir des investisseurs étrangers, que des gens veulent investir dans votre pays, vous butez au problème du franc CFA. Parce que le volume des investissements que le Cameroun peut avoir dans ce secteur va buter sur le fait que est-ce que la France peut garantir ça à l'étranger. La France ne peut pas garantir des investissements qui vont porter sur 2 000 ou 3 000 ou 5 000 milliards. La France ne peut pas garantir tout ça. Or, la conséquence, et nous, on ne peut pas s'endetter au-delà de nos réserves qui sont dans le compte d'opération du Trésor français. La conséquence, c'est que nous sommes là, coincés. Nous allons taper notre ministre de l'eau et de l'énergie, le traiter de tous les noms d'oiseaux. Nous allons taper nos propres frères qui travaillent chez Eneo et qui, on va dire, ah, mais ils ne savent rien faire, tout ça là. Mais est-ce que c'est eux le problème? Est-ce que le problème de fond est là? Le problème de fond au niveau de la gestion des investissements, entre autres choses, se trouve en partie dans le fait que nous avons un franc qui s'appelle le franc CFA, et deux, se trouve dans le fait que ce sont des étrangers qui en fait décident s'ils vont racheter la production de l'électricité au Cameroun, alors que ça devait être quelque chose qui est aux mains des Camerounais et qui répond à une stratégie des Camerounais pour ce secteur-là, qui devrait être basée sur des solutions à court terme. Le gaz, l'énergie électrique, l'énergie solaire coûte extrêmement cher, mais on peut essayer. L'énergie éolienne, on peut essayer, mais il y a essentiellement du gaz. Nous avons énormément de gaz dans ce pays et on peut construire des usines en 2 ans. Et en 2 ans, on peut donc, je connais au moins un projet sur 5 000 à 10 000 mégawatts qui peut être réalisé en 10 ans. Sauf que, est-ce qu'on peut faire des barrages, 10 000 mégawatts de barrages en 10 ans? Il vous faut déjà 10 ans pour en construire un. Merci en tout cas pour cette première prise de parole. André Kisefanga, dans le communiqué, pour ne pas dire à lettre du ministre de l'eau et de l'énergie, il souligne quand même le trouble à l'ordre public au cas où les surfacturations continuent du côté d'Eneo. Mais écoutez, Eneo a un conseil d'administration. Le président du conseil d'administration de Eneo s'appelle professeur Séraphin Fouda, secrétaire général des services du Premier ministre. Eneo a des administrateurs dans son conseil d'administration camerounais, que ça a représenté par le ministère de l'eau, le ministère des Finances, la présidente de la République. Ils sont nombreux qui sont représentés dans le conseil d'administration. Ça veut dire que Eneo n'est pas seulement une société étrangère. Il y a la contribution des Camerounais à l'intérieur, des locaux à l'intérieur, parce que dans cette entreprise-là, il y a l'action de l'État à l'intérieur. Alors comment l'État peut négliger ces populations à ce niveau? Parce que c'est quasiment incroyable et impensable que des gens nous malmènent, des gens nous font ce qu'ils veulent, alors qu'il y a des hauts responsables camerounais dans cette entreprise. Parce que le communiqué, le ministre sait, ce n'est pas aujourd'hui, le communiqué ne vient que... Il y a son gars qui siège au conseil d'administration de Eneo. Donc il sait comment ça se passe. Mais j'ai déjà assisté une fois. Hein. La seule chose, c'est que nos dividendes sont où? Où sont... qu'est-ce qu'on a apprêté après pour le conseil d'administration? Alors que les vrais problèmes sont là, les Camerounais sont entre eux. Donc en réalité, c'est eux-mêmes qui créent les dispositions pour qu'il y ait désordre. Pour qu'il y ait, tu as appelé ça quoi? Surfacturation. Non, pas surfacturation. Le risque de trouble à l'ordre public. Donc c'est eux les organisateurs de ce trouble à l'ordre public. Donc s'ils voulaient véritablement régler le problème, ils peuvent le régler à partir du conseil d'administration. Parce que tout ce que nous voyons, Arcel est représenté dans le conseil d'administration.
En fait, la plupart de tous les gestionnaires de l'électricité au Cameroun sont impliqués dans le conseil d'administration de Eneo. Ça veut dire qu'ils ont droit de regard. Donc, ça ne devait même pas sortir. Mais comme c'est souvent des ballons d'essai, quand on essaie de voir est-ce que la population va gober ça, c'est parce que justement, il y a des Camerounais éveillés et des gens, il faut apprécier le travail vous appelez ça quoi, des organisations, des consommateurs, des organisations des consommateurs qui veillent au quotidien pour les intérêts du Cameroun. Ce n'est pas aujourd'hui que nous avons nous avons des problèmes avec l'électricité ou bien avec la société qui distribue l'électricité. Mais c'est quelle même affaire ça? Donc même vendre le vent, c'est-à-dire de venir déposer les factures, on doit aller voir le blanc pour qu'il vienne nous déposer les factures. Parce que c'est le seul travail qu'Eneo doit faire. Venir nous donner les factures. Qu'ils font d'ailleurs. C'est tout. Mais on trouve que non, c'est quasiment impossible. Il n'y a aucun Camerounais qui est capable de faire ce genre de travail. C'est-à-dire sortir une facture et venir déposer que... Voilà, c'est toujours les Camerounais qui distribuent les factures. Hein. Mais écoutez, quand je parle, c'est une façon de dire que vous partez prendre des Américains, vous partez prendre des Anglais, vous partez prendre des Français, vous partez prendre tous ces gens-là pour venir nous donner les factures. Donc il n'y a pas de coursier au Cameroun, il n'y a pas quelqu'un qui est capable de faire le travail de coursier. Parce qu'en réalité, c'est un travail de coursier. Bien sûr. Donc, et c'est quasiment incroyable et impensable qu'on soit déjà, on reste encore à ce niveau-là. Pour une entreprise qui a été gérée auparavant par des Camerounais et qui marchait. Donc, nous pensons aujourd'hui qu'il faut régler le problème. Il faut aller en profondeur de ce problème. Ne regardons pas seulement le problème de facturation. Parce qu'en réalité, il y a des coups d'État qui se préparent à partir des choses comme Eneo. Parce que la vérité, c'est que on veut soulever le peuple. On veut dire au peuple que, mais vous faites quoi? Vous mourrez. On vous a dit qu'il y a les barrages, non? Qu'on est en train de construire les barrages, non? Les barrages là sont où? Certains barrages vont d'ailleurs entrer en production dans les jours qui viennent. Mais j'ai dit, hein, oui. Il y avait des barrages qui devaient coûter 200 milliards. On est maintenant à 450 milliards. Et c'est non livré. Vous imaginez un peu le gap. Vous avez des situations. Aujourd'hui, une chose qu'il faut savoir, oui, c'est que Eneo a seulement été réduit dans ces... Parce qu'il y a une société qui a été créée entre-temps. Quand Eneo venait prendre cette concession, oui, il y a une société qui a été créée qu'on appelle la Sonatrel. Cette Sonatrel, c'est la société maintenant qui fait le transport de notre électricité. Alors, si on et c'est ça le plus grand problème aujourd'hui. Parce que Eneo ne veut pas transférer les pouvoirs véritables à la Sonatrel. Parce que là où il gagnait plus d'argent, c'était dans le transport, les coûts exorbitants qu'il mettait dans le transport d'énergie. Alors l'État a compris cela, l'État a récupéré une bonne partie. Maintenant, Eneo ne veut pas transférer tous les pouvoirs. Et ils font le sabotage. Vous savez que la plupart de notre énergie à l'état actuel produit. Nous avons une perte dans le transport de 20 à 30%. Et si nous avons une perte de 20 à 30% dans le transport de l'électricité, et tout ça occasionné justement par Eneo, parce qu'en réalité, il faut que Sonatrel meure. Vous comprenez un peu? Pour dire que non, Sonatrel est incapable de transporter l'électricité, qu'on lui redonne cette partie du marché. Donc, vous savez que c'est une partie qui est tellement lourde en investissement, qui est, où les sous sont brassés et tout et tout. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, Eneo se trouve coincé dans son propre jeu. Parce qu'en réalité, vérifiez bien si c'est réellement les Américains ou les Anglais qui sont justement les actionnaires de cette société-là. Parce qu'on est habitué dans certaines sociétés où on dit non, ok, on a un partenariat avec les Américains et on peut prendre un ancien prisonnier, on peut prendre un ancien boulanger, on peut prendre quelqu'un qui ne s'y connaît dans aucun domaine, on l'amène, on le présente comme il a la peau blanche, le complexe de la peau blanche, il dit non, c'est l'investisseur, tel, alors qu'en réalité, au fond, c'est des Camerounais qui sont des vrais actionnaires de cette entreprise-là. Donc, vous comprenez que le problème est tellement grave. Ce n'est pas seulement un problème de facturation. Ce n'est pas seulement d'exagérer. Mais attendez, ils font de la magie. Parce que pour facturer, pour faire une facture, vous imaginez, vous contentez. Mais il y a des gens qui voyagent,
qui éteint tout à la maison. Donc, c'est-à-dire, il peut faire un mois sans consommer l'électricité. Mais vous venez avec la facture que non, il a consommé 20 000 la semaine passée, le mois passé. Donc, c'est les mêmes 20 000 qui doivent être reconduits. Alors que le gars n'était pas dans sa maison pendant un mois, ou bien il allait en mission. Donc, vous comprenez qu'il y a des problèmes sérieux. Il ne faut être comme magicien, comme Eneo pour faire ce genre de choses. Albert Anatola, ici, vous avez suivi les uns les autres. Le docteur Yam nous parle d'ailleurs d'un gros manque d'ailleurs de production de l'électricité et que Eneo n'a pas réellement tout le potentiel justement pour donner l'électricité aux citoyens camerounais. Mais pourtant, jusqu'à preuve de contraire, on a parlé de cette facturation qui est estimée et, il faut le dire, le ministre de l'eau et de l'énergie parle entre le mois de mai et le mois de juin. Pourtant, pour beaucoup de Camerounais, cela date depuis des mois. Écoutez, il y a beaucoup, c'est une thématique vaste, complexe. Je vais essayer, il y a beaucoup de choses qui viennent dans mon esprit, je vais essayer de les structurer. Le prétexte des privatisations en 90, entre autres, c'était l'amélioration de la qualité du service et surtout la promotion de l'investissement privé. Je voudrais surtout et davantage m'attarder sur l'amélioration de la qualité des services de ces sociétés qui ont été privatisées. Il me semble que lorsque la défense nationale était dirigée par des Camerounais, c'est vrai qu'on était habitué à des poteaux en bois qui tombaient, mais on avait quand même l'énergie. Depuis la privatisation de l'ex-Sonel, je ne suis pas sûr que nous avons la qualité de service que nous mettons d'avoir au regard des prix et surtout des contraintes, j'allais dire, des brimades que nous subissons. Ça, il faut l'indiquer. Je voudrais vous rappeler que, à travers le rappel à l'ordre, c'est ça qu'il s'agit, de la lettre du ministre, j'ai appris au moins 3 choses. La première, c'est que nous avons un contrat avec Eneo. Et ce contrat avec Eneo l'oblige à nous fournir de manière permanente l'énergie électrique. Ce qui suppose donc que les délestages, les coupures intempestives font partie de la violation de ce contrat. Et de ce point de vue, je suis fondé à porter plainte contre Eneo pour non-respect des clauses contractuelles. Ça, c'est le 2. Je voudrais également, j'ai également appris dans ces rappels à l'ordre que jusqu'ici, nous avons été habitués à des pénalités que nous imposait Eneo, mais sauf que Eneo ne nous disait pas que dans le cadre de l'arrêté numéro 0013 du 26 janvier 2009, oui, cette disposition assujettissait Eneo à payer des pénalités aux consommateurs que nous sommes. Notamment 50%, n'est-ce pas, je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, oui, 50%, n'est-ce pas, de la facturation, 50% du montant et éventuellement la reprise de la relève. Je pense que 50% du montant de l'erreur. Voilà, 50% du montant de l'erreur. Donc moi je pense que tout à l'heure, Fang l'indiquait, Eneo est dirigé par un conseil d'administration qui donne les orientations à la direction générale. Ce qui suppose donc que cette décision qui a été prise par la direction générale Eneo a été pensée, validée par le conseil d'administration qui est dirigé en partie par les Camerounais et de l'autre côté par des expatriés. Il faut quand même vous rappeler que Eneo n'est pas arrivé au Cameroun pour faire de la philanthropie, ils sont venus faire du business. Je ne suis pas d'accord avec, je ne peux pas donner un blanc-seing à Eneo, comme l'a fait Yam tout à l'heure. Je ne cherche pas à savoir quelles sont leurs difficultés, parce que comme avant de prendre une marchandise, vous connaissez ce que ça vaut. C'est ça qu'il s'agit, c'est-à-dire qu'ils ont fait certainement une étude de marché, ils ont fait une audit pour connaître quelle est sa valeur à moyen terme, à court terme et à long terme. Mais est-ce qu'ils sont confrontés aujourd'hui à des difficultés? Ça, j'ai rien à cirer. Ce que je veux, c'est l'électricité et que les clauses contractuelles soient respectées. Il faut quand même indiquer, c'est une parenthèse, que actuellement les actions à la bourse de la société Actis, je crois, sont effondrées. Ça veut donc dire que Eneo a des problèmes d'argent. Je voudrais également vous indiquer que l'État camerounais donne beaucoup d'argent à Eneo pour soutenir l'investissement d'Eneo. Ces investissements que nous ne voyons pas en tout cas sur le terrain. Moi, je ne les vois pas toujours.
Parce que moi, je vois davantage sur le terrain les transformateurs de 2 secondes main qui pètent. Parce que dès qu'on a installé le lendemain matin, ça pète et puis vous vous retrouvez dans le noir. C'est ça les investissements. Moi, j'ai vu les centrales thermiques qui ont été subventionnées par l'État du Cameroun, qui consommaient du fuel. L'État du Cameroun est endetté par rapport à cette prestation-là. Ça, il faut le dire. Alors, je voudrais quand même qu'on nous dise quel est l'investissement qu'Eneo a fait. Ça, c'est dans le 2. Il est important de préciser que lorsqu'une société est concédée, lorsque l'État concède une société, enfin l'une de ces sociétés stratégiques à un concessionnaire, le cahier des charges doit être rendu public aux populations pour qu'on sache de quoi il s'agit. Moi, je n'avais pas su que j'étais aussi capable de demander à une de me payer des pénalités pour service non rendu, pour des brimades que j'ai subies, pour des violations unilatérales de contrat de travail, de clauses contractuelles. Ça, je ne savais pas. Or, très souvent, qu'est-ce qu'on nous dit dans les guichets? Eh bien, monsieur, votre facture reconnaît que il y a peut-être eu erreur de facturation, mais payez d'abord. Après, vous faites une demande de moratoire. Écoutez ça. Donc, moi, ça veut dire, voilà dans la qualité de service que Eneo était censé apporter au Cameroun. Écoutez, il faut qu'on soit sérieux. Je pense que lorsque le président de l'Assemblée nationale parle, n'est-ce pas, de nationaliser notre économie, c'est-à-dire, comme lorsqu'il parle, n'est-ce pas, de patriotisme, c'est-à-dire de patriotisme économique, je pense que ça nous renvoie à cela. C'est-à-dire qu'il faut qu'on reprenne ces sociétés stratégiques qui ont été bradées aux multinationales, qui ne nous apportent pas le résultat escompté, et que ça soit remis au Cameroun. Parce que nous avons, contrairement à ce que Yam peut croire, je ne peux pas douter de l'intelligence de Yam. Si on confie Eneo à Yam, sans connaissance et compétence, il va le faire. Ça, c'est clair. Nous avons des intelligences. La preuve, c'est que nous avons des Camerounais qui ont construit des barrages hydroélectriques. Je voudrais également, dans la foulée, vous indiquer que les plus grands ingénieurs d'Eneo, de l'ex-SONEL, ont été mis à la porte. Ce qui fait donc qu'il y a eu une mauvaise transition des compétences. Et ça se traduit par le résultat que nous voyons sur le terrain. Ça, il faut aussi noter cela. Donc, je crois que lorsque vous voulez, lorsque Eneo vient prendre les actions d'AS Corporation, d'AS SONEL, en 80, n'est-ce pas? Oui, 2014. Ils ont pris le temps de savoir si c'est un bon ou si c'est une mauvaise, si c'est une bonne ou si c'est une mauvaise marchandise. Je ne peux pas leur trouver des alibis du tout. Ils doivent me fournir aux populations l'énergie qui cesse de nous voler. Parce que nous n'avons pas assez d'argent pour leur en donner. Patient Parfait, donc vous avez suivi également Albert Anatole ici et les autres également. Depuis 1994, après la privatisation de ces grandes entreprises, on a l'impression que, à la place d'améliorer la qualité du service, rien n'a été fait. Plutôt, on a l'impression que, ces sociétés sont en désuétude, abandonnées par l'État du Cameroun. Mais d'abord, je suis très très content de la qualité des échanges qu'il y a eu sur ce plateau, sur le sujet. C'est très intéressant, ça prouve quand même que, il y a de la matière. Les gens voient quand même que si on ouvre un véritable débat sur ces questions-là, peut-être que des solutions vraiment de nature vont être trouvées. Forcément, parce qu'il y a des gens qui réfléchissent sur ces questions, que c'est très important. Alors, d'abord, quand l'État du Cameroun, sous la pression du monde de la finance internationale, je les englobe comme ça, a décidé de privatiser un certain nombre de secteurs stratégiques pour notre économie. Certes, les turferaires et autres journalistes, la CRTV, le POC et du pouvoir nous expliquaient que c'est trop, l'État ne peut plus compter de la vache à lait, donc il faut vraiment se délester de ce fardeau qui ne permet pas à l'État d'être réellement compétitif. Nous autres, à l'époque, on a tenu des colloques et des conférences où on a expliqué qu'on ne peut pas privatiser une structure stratégique comme la SONEL à l'époque, comme la régie Fercam, etc. Comme la SNEC. Parce que, quoi que vous puissiez dire, ces sociétés-là, quand elles ne sont pas entre les mains de l'État, oui, c'est la porte ouverte à tout.
tout à l'heure, lui parlait des questions sécuritaires, mais c'est la porte ouverte à tout. Vous savez qu'à un moment donné, il y a une rumeur qui a couru ici, nous disant que les gens allaient empoisonner le centre de captation de l'eau d'Ayato pour essayer de tuer les Camerounais. Bon, ça veut dire que, même dans le cas de la guerre bactériologique, les gens peuvent faire des choses que vous ne maîtrisez pas. L'État, de manière délibérée, a accepté de privatiser cette structure. Une structure comme la Régie Fécam, attention, contrairement à ce qu'on nous vendait, faisait des bénéfices en termes de milliards. Absolument, oui. En termes de milliards. Absolument. Tout à l'heure, Yamba parlait de stratégie, mais alors dans le fond, la stratégie. Si on veut vraiment jouer dans la stratégie et non dans la tactique, il faut renationaliser cette structure. Il n'y a même pas de débat là-dessus. Donc vous êtes d'accord avec le président de l'Assemblée nationale? Il faut nationaliser cette structure. Je ne sais pas ce que Cavalier dit, mais moi je vous dis, il faut le... Parce que ce fut notre position. Quand on privatisait cette structure, nous la maintenons. Pas de patriotisme économique. Nous la maintenons aujourd'hui. Le patriotisme économique peut dire que quand il y a comment on dit ça, il y a un choix à faire entre un étranger et quelqu'un, un local, il faut prendre le local si vous voulez. Mais moi je dis ce n'est pas ça le problème. Ce n'est même pas qu'il faut que ce soit une privatisation camerounaise. Je dis il faut nationaliser. Il faut que ce soit dans le portefeuille de l'État du Cameroun. Pour plusieurs raisons. Toutes les raisons qui ont été évoquées là, on n'a pas d'argent, oui, il faut qu'on cherche des gens qui investissent. J'ai vu une très belle photo là tout à l'heure qui a défilé, où il y avait des chefs de l'État et un ministre de mines et de l'eau qui est actuellement en prison. Monsieur Atangakuna, citons-le. C'est ce monsieur qui a dit au juge, mais arrêtez, je peux aller à la maison, j'ai mes sacs Banjok, 2 milliards là-bas pour venir payer, n'est-ce pas, l'objet du délit, le voilà. N'est-ce pas? Le corps du délit. Hein, le corps du délit. Le voilà, n'est-ce pas? Donc vous ne pouvez pas nous dire qu'on n'a pas l'argent. Les gars ont l'argent. Ils ont fait des combines avec ces gens-là qui sont venus racheter nos fleurons de notre petite industrie naissante. Et voilà. Mais ce qui est grave dans ce que Yamba essaie de développer, nous avons quelques fonderies ici au niveau de la zone industrielle de Bassa qui recyclent de la ferraille. Vous savez ce qu'ils prennent comme, ils sucent comme énergie? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que concrètement, si vous n'avez pas ce secteur entre vos mains en tant qu'État, il vous est incapable de vous projeter dans une quelconque industrialisation. Vous ne pouvez pas. Parce que comment vous avez fait justement pour lever les fonds en dehors de la question de France CFA? C'est une question de volonté. Si Eneo vous dit que lui ne peut pas s'aventurer dans cette stratégie parce que comme on vient de le dire, le groupe Actis qui est coté en bourse, n'est-ce pas? A chuté. Complètement. Ces titres sont effondrés. Donc, le gars va vous dire que je ne peux pas. Donc, il n'y a qu'un État souverain qui est capable de dire qu'au vu de mes projections en termes de développement, en termes de ma volonté de m'industrialiser, il faut absolument que je puisse avoir de l'énergie à disposition. Et pour cela, on cherche les voies et moyens. Si on est bien géré par des véritables patriotes, parce que ce n'est pas l'argent qui manque. On a de l'argent. Parce que c'est cette volonté qui manque. Cette volonté ne manquait pas. On devait depuis très longtemps sortir de France CFA et donner la possibilité de plonger la dette intérieure qui semble être comme des boulets aujourd'hui. Mais nos ménages, nos mamans, vous avez vu plusieurs vidéos où une vieille mère sortir avec une machette pour dire au gars de Noé qui monte sur le poteau que ou tu descends, ou en descendant pour avoir coupé, c'est ta tête qui va tomber ici. Une vieille maman, hein? Ça veut dire que quoi? Les gens en ont marre. Les gens sont fatigués. Chaque fois maintenant que tu es en face d'un gamin de Néo ou bien d'un employé de Néo en face de toi, pour une vieille maman, ça devient... Elle peut avoir même un AVC. Pourquoi? Parce que c'est pertinemment que comme le gars est venu là, ils ont une tactique, ils ont dit, maintenant ils relèvent, ils viennent contrôler, ils contrôlent les compteurs, soi-disant. Mais chaque fois qu'ils contrôlent les compteurs, ils vont dire qu'on a vu un fil bleu qui pendait là, on se demande si ce n'est pas ci ou ça, ta consommation est anormalement basse, ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce que j'ai chez moi? D'abord, le coût de l'électricité au Cameroun est trop élevé. Trop élevé. Au vu, n'est-ce pas, de la capacité de notre pays, mais surtout de ce que nous avons. Le transport, parce que la zone avant, c'était la production, c'était le transport, la commercialisation. Le transport, justement. Qu'est-ce qui a fait qu'au niveau du transport, on a des problèmes? Parce qu'il y a un génie qui siège depuis un certain temps au niveau du Sénat, qui un jour a dit que les poteaux en béton, là, c'est trop lourd. Il faut qu'on ait des poteaux en eucalyptus. Curieusement, certains langues nous disent que c'est un grand producteur de poteaux en eucalyptus. Vous voyez comment on fait le door-to-door? C'est-à-dire, écoutez,
dites-moi ce que vous voulez. C'est l'État qui est responsable de ce qui nous arrive. Il y avait des solutions. Ils sont faits des business entre copains et coquins. Conséquence, on ne peut plus rien faire aujourd'hui. Il y a aussi la proposition de l'énergie solaire. Même si on balbutie là-dessus, même si c'est lourd, je pense qu'il faut qu'on se lance aussi dans cette recherche. Parce qu'une zone comme le Grand Nord, qui a un taux d'ensoleillement tellement élevé à l'an, il faut peut-être qu'on aille vers ce secteur. Que nos Même jeunes... si c'est cher. Oui, mais c'est cher, pourquoi? Parce qu'en réalité, nous ne maîtrisons pas totalement la technologie. Et nous ne fabriquons pas les éléments qui rentrent dans la construction, n'est-ce pas, de ces champs solaires-là. Mais si, que font nos universités, nos écoles polytechniques? Ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Donc, si on oriente, c'est une question de continuer de volonté, correctement, n'est-ce pas, nos ambitions du point de vue du développement économique, on peut trouver des solutions, des partenariats qui vont casser peut-être les prix de production de ces panneaux solaires de moitié. C'est possible. Donc, ce qui se passe, je continue de dire, encore mon ami Atangakuna, c'est très bien, ce qui se passe, c'est qu'en réalité, l'État a été incapable d'avoir une vision. L'État s'est aplati face aux menaces de FMI. L'État avait eu des solutions factuelles. Non, je dis que la SONEL, la régie, Kambota, ils n'étaient pas déficitaires. Ce n'étaient pas les sociétés qui croulaient sur le poids, n'est-ce pas, des dettes. C'est faux. Ils étaient excédentaires du point de vue de la rentabilité. De la rentabilité. Il faut faire attention. Le problème qui se pose, c'est que les gens qui étaient là aux affaires, le DG de la SNEC, il était là 25 ans pratiquement. L'actuel président du Sénat, il était là pratiquement dans le même ordre d'idée au niveau de la SONEL. C'était les gens qui étaient des gars de pouvoir. Donc ils se pensaient tout permis. Je vous dis qu'à un moment donné, Abou Fegué a même tenté de dire que bon, si vous voulez privatiser la SNEC, moi je suis capable de lancer une opération pour acheter. Ça veut dire que les gars avaient l'argent. Les gars avaient l'argent. Et cet argent l'a sorti d'où? Comment ils ont fait? Prenez le salaire avec tous les avantages cumulés. Comment peux-tu faire pour avoir un magot aussi important? Et l'État ferme les yeux. C'est quand tu commences à t'intéresser au fauteuil de grand chef, de Koukouma, quand on dit qu'il y a Yambela qui commence à déranger, Yingos, avec son ami Ngos, on vous voit venir. Et les portes de Konengi et les permis s'ouvrent pour vous. Je vous dis, soyons sérieux. On ne peut pas construire ce pays avec tous les éléments que nous avons mis sur la table là aujourd'hui, avec de pareils comportements, avec de pareilles orientations. Oui, les Camerounais, si nous renationalisons ces entreprises, la SONEL ne savait rien dire. Et la SONEL, nous sommes capables de la gérer. Et nous sommes capables de la gérer en se projetant dans le futur, en étant en capacité de donner largement de l'électricité à nos ménages, sans que le gars qui vient faire relever de compteur chez toi soit perçu comme le nouveau gendarme au temps de la période coloniale. Parce que ça, on disait que la peur de gendarme est le commencement de la sagesse. Aujourd'hui, les gars des néo, vraiment, ils sont devenus les nouveaux gendarmes de cette époque-ci. C'est quand même compliqué. C'est trop difficile pour les populations qui souffrent sérieusement. Yama a touché pour sortir la question du gaz. D'abord, on ne nous met jamais à disposition pour savoir sur la cartographie que nous avons de notre sous-sol, quel est le pourcentage des régions par rapport, par exemple, à un truc comme le gaz. Mais on nous dit seulement que toute la région de Douala, l'aéroport jusqu'à Edea, c'est une mer de gaz. Quand vous allez dans les zones d'exploitation de gaz, en avion si vous avez la chance, ou bien en bateau, les torchières, c'est quoi? On brûle le gaz qui est issu de cette production de pétrole, alors qu'on pouvait capter et nous aider à la transformer en énergie électrique. Mais je vous dis que toute cette zone-ci, on dit que de Douala jusqu'à Edea, c'est une mer de gaz. Mais non, on va chercher des solutions les plus difficiles avec une structure, comme ce fut le cas avec qui a précédé Néo là, AESONEL, qui n'était pas du tout compétente dans la question de la gestion des barrages hydroélectriques, la production de l'électricité sur la base des barrages hydroélectriques, mais à qui on a quand même donné le marché. On ne peut pas comprendre pourquoi. C'est ça le problème. Donc, c'est un tour de passe-passe. Les gens ont fait... on dit que l'État n'est plus la vache à lait, mais pour eux, l'État est resté la vache à lait pour la Happy Fula. Ils se sont partagés le magot
des secteurs stratégiques, exactement comme les oligarques russes l'avaient fait au temps de l'ancien président avant Poutine, comment il s'appelait, de M. Yeltsin, de M. Boris Yeltsin. Donc ils sont devenus les nouveaux oligarques au Cameroun. Ils se sont partagés le patrimoine, n'est-ce pas, de l'État en termes d'industrie et de sociétés qui existaient, et chacun faisait ce qu'il voulait. On nous a fait venir des Marocains en disant, oui, vous savez, c'est des gens très expérimentés sur les questions d'eau. Au Maroc, on ne les connaît même pas. On ne les connaît pas. Donc, excusez-moi. Je m'excuse encore pour mon feu Yam. Je vais taper sur le gouvernement. C'est lui le responsable de ce qui nous arrive. Et non personne d'autre. Il ne faut pas dire qu'ils ne connaissent pas. Ils savent. Ils savent souvent même mieux que nous. Ils connaissent ce qu'il faut faire. Mais on enrobe, on fait les tours de passe-passe, on jongle comme ça pour que, in fine, à la fin, on ait quand même un petit pactole qui nous revient et qu'on va disposer quelque part pour attendre les batailles futures. C'est pas pour être président de quoi. Les gens ont des milliards à la maison. Un prisonnier dit que non, monsieur le juge, attendez un peu, donnez-moi 2 sacs Bajor, je vous ramène des milliards. Mais on est dans quel pays? Et vous dites que non, c'est parce que je continue de dire que nous sommes face à une vaste escroquerie des élites au pouvoir qui ont pour fonction de ponctionner dans le sang et la sueur des Camerounais, quitte à ce que nous on continue de mourir, de ne pas avoir d'électricité, d'avoir des eucalyptus qui tombent de gauche à droite, comme l'a si bien dit ici, les transformateurs vraiment de seconde, mais c'est gentil. Vraiment, c'est incroyable. On dit que non, parce qu'il y a un oiseau qui a fait son nid dans le transformateur. Et c'est lui qui a créé le court-circuit, qui a fait tout exploser. J'ai dit, ouais, papa, même cette solution, vous ne pouvez pas la trouver. Hein? J'ai dit que tous nos ingénieurs, nos écoles d'ingénieurs, c'est pour faire quoi? C'est pour avoir des gamins qui sont des bensikineurs. Comment l'État ne peut pas réfléchir, s'organiser pour dire, nous avons besoin d'électricité si nous voulons aller de l'avant. Et pour cela, nous devons réfléchir en amont pour pouvoir donner de l'électricité en avant. Et ça commence par l'éducation, par la formation. Et nous avons des compétences. À nous maintenant vraiment de nous donner de la possibilité pour que cela... Donc le reste là, tous les chiffres qu'on donne là, je dis, je balai ça dans le revers de main. Redonner ces sociétés stratégiques, l'eau, l'électricité, le rail qu'on a donné à M. Bolloré, tout le monde sait ce que c'est un petit bandit qui est venu s'enrichir ici chez nous en Afrique. Redonnons ça à l'État, mais surtout un État avec des fils comme Anatole ici, comme Yamp, comme Fangwa. Bon, il va faire des prières dessus, ça c'est pas un problème. C'est toujours quelque chose de bien. Mais vraiment pour que enfin le Cameroun et l'Afrique puissent être un endroit où les gens disent qu'au moins là les gens sont en train de réfléchir. On vous dit que le bassin du Congo, à lui tout seul, il peut donner avec son potentiel hydraulique. Messieurs, on a encore 20 minutes pour terminer d'ailleurs cette édition de DBS Matin, la première du genre. Albert Anatole ici en quelques minutes, 3 minutes d'ailleurs, jusqu'à preuve de contraire, il y a des compétences, on le sait, il y a des personnes compétentes sur le terrain national camerounais. Pourtant, jusqu'à preuve de contraire, il y a des Camerounais qui passent des semaines dans les ténèbres. Non, ils n'ont pas de laisser du tout. Dans mon village, du côté de Ngambin, qui a un jeu de pierre, la centrale de son loulou, on n'a pas d'électricité. L'électricité est un luxe pour nous. Alors que c'est nous qui produisons, la région qui... Non, pas la région, c'est trop grand. Le village qui produit l'électricité n'a pas d'électricité. Comment vous pouvez comprendre ça? Oui, nous sommes dans un pays qui a beaucoup de planificateurs sur du papier, mais dont on ne voit pas les actions sur le terrain. C'est de ça qu'il s'agit. Tout à l'heure, il a parlé de la stratégie. Ça rentre dans le même, n'est-ce pas, dans le même mot. C'est-à-dire que nous avons des planificateurs. C'est-à-dire qu'en fait, nous évoluons, nous prenons des actions sans planifier, sans se projeter. Je voudrais rassurer le grand frère patient que le gaz est déjà exploité, notamment avec Victoria Gas Hall du côté de Dopassi, ici à Douala. C'est suffisant. Nous pensions que justement c'était une alternative au niveau de l'estage et coupure. Par l'instant, le gaz coûte toujours aussi cher. Hein? Non, ces gaz-là, c'est pas pour l'usage domestique. Ces gaz, c'est pour justement alimenter les entreprises qui ont des problèmes, qui ont un problème il y a des entreprises qui souffrent. Qui ont un problème de déficit d'offres en matière d'énergie. Mais sauf que là encore, Eneo a bloqué. A bloqué parce qu'il était question que il se partage, n'est-ce pas, les rôles au niveau de la distribution de cette énergie entre la fourniture de l'énergie hydroélectrique et l'énergie à partir du gaz. Malheureusement, il y a très peu d'entreprises justement qui en bénéficient. Vous avez justement les gazoducs qui sont en train de circuler dans la ville de Douala. Bon, vous vous demandez sans doute où ça va.
ça va quelque part. Mais sauf que c'est pas, ça se passe pas comme c'était prévu. Bon, de ce côté, je peux rassurer le grand frère, mais sauf qu'il y a un autre problème, parce qu'il faut quand même que les gens qui nous suivent dans les ménages comprennent exactement le problème, le fond du problème. Le problème, c'est que désormais, lorsque un agent Eneo débarque chez vous, si c'est pour relever vos index, c'est une chose. Si c'est pour qu'il vienne vous couper la lumière, comme il dit, c'est-à-dire suspendre l'énergie électrique, il doit vous apporter une ordonnance du juge. Il doit vous apporter une ordonnance du juge qui lui donne le droit de venir vous couper. Ça, c'est important que les Camerounais le sachent. Oui. Maintenant, encore que même s'ils doivent toucher votre compteur, il doit pouvoir faire un PV dont vous êtes co-signataire. C'est important. Parce que très souvent, tout à l'heure, le grand frère l'indiquait, il n'y a que. C'est eux qui ont. Ce sont les agences Eneo qui ont accès à vos compteurs. Mais c'est quand même paradoxal qu'on vous accuse d'être devenu sur le lobbyiste chez vous. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui le font. Mais chez vous, quand même, c'est dangereux. Donc, bref. Désormais, il y a beaucoup de Camerounais qui ont des factures incompréhensibles, donc surestimées et surfacturées, comme l'a si bien démontré le ministre. Dans le cas d'espèce, ils doivent pouvoir se rapprocher, n'est-ce pas, des guichets, je veux dire des services compétents, n'est-ce pas, des NEO, pour qu'il y ait des rectificatifs, parce qu'il est incompréhensible que le mois dernier, vous avez eu une consommation qui vous a valu 5 000 francs CFA. Le mois qui suit, ça passe à 30 000 francs CFA. Mais attendez, écoutez. Alors que vous avez le même nombre de personnes à la maison, le même type d'appareil. Il faut également souligner à nos téléspectateurs qu'aucun agent de Néo n'a le droit de monter sur le poteau pour couper. Il n'a pas le droit. Il doit pouvoir vous apporter une ordonnance du tribunal, parce que pour qui arrive à la coupure, il vous apporte une ordonnance d'un tribunal. Parce que lorsqu'on vient vous faire ce genre d'installation, on vous fait un devis, aussi exorbitant que d'ailleurs, que vous le savez, et puis vous payez. Le fil. Ce qui suffit donc que... Parfois c'est 4 fils que vous payez. Ce qui est chez vous appartient. La preuve c'est que vous payez les prix d'entretien du compteur qu'on n'entretient jamais. Quelquefois qui pète. Également, il y a un scandale de compteur, justement, puisque nous parlons tout à l'heure, je crois, c'est quelqu'un a évoqué le problème des compteurs. Je crois que c'est Yam qui parle de compteurs intelligents. Mais il y a un gros scandale de compteurs parce que les Chinois étaient sur le point d'apporter notre contribution dans ce domaine-là, c'est-à-dire apporter justement des compteurs qui ne coupent pas. C'est-à-dire que dès que vous branchez votre téléphone, vous le mettez à la charge, ça fait tout le compteur, le fameux compteur intelligent. Je pense qu'il y a un gros scandale sur le compteur, ça pourra peut-être faire l'objet de notre mission parce qu'en parle, c'est très vaste. Ceci dit, il est important, il est absolument important qu'on lève le monopole des néo. Parce que c'est ce monopole qui fait en sorte que nous soyons victimes de toutes les brimades, de tous les abus que vous connaissez. Parce que lorsque quelqu'un a le monopole d'un secteur, franchement, ça laisse libre cours à tous les dérives. Docteur Yam, jusqu'à preuve de contraire, il faut quand même préciser que manque d'électricité veut également dire qu'il n'y aura pas d'industrialisation sur le territoire national camerounais. Ça va de soi, mais je voudrais relever deux choses. Je n'ai pas donné de blanc-seing à Eneo. Si vous m'aviez plutôt suivi, c'était plutôt très dur. Parce que Eneo reprend les actifs de AES au Cameroun. Actis reprend les actifs de AES. Et en fait, la plupart des investissements ont été faits par Actis, par AES avant. Alors, je ne leur donne pas de blanc-seing et je suis très loin de leur donner un blanc-seing. Pour une raison toute simple, et c'est ce que j'ai dit dans mon propos, c'est que vous avez des gens qui arrivent, qui savent ce qu'ils viennent faire, et malheureusement, on se retrouve dans une situation où ils sont obligés de jouer pour réduire les coûts, pour gagner de l'argent. Et l'autre élément essentiel, je vous ai dit, je ne suis pas du tout sûr, compte tenu de ce que j'entends, que les gens comprennent vraiment le marché du Cameroun. Et que nous sommes devant un déficit qui ne fait que s'accroître, mais on n'a pas l'impression que ça les intéresse. Et Néo a le droit de produire. Hein. Ils ont juste le monopole sur la distribution. Mais ils ont le droit de produire. Pourquoi ils ne produisent pas? Vous êtes là où je vous parlais des investissements. Après, vous avez dû préciser qu'il y a eu le problème de leur maison mère, qui est au niveau de la bourse. Mais au fond, le problème, c'est quoi? Le problème aujourd'hui, c'est que, comme je vous le disais, lorsqu'un étranger est chez vous, dirige votre entreprise, on peut avoir le conseil d'administration composé de Camerounais, avec des Camerounais. Mais à la vérité,
c'est celui qui a 51% qui décide. Au bout du compte, ce sont ses intérêts. Et je peux vous assurer que j'ai déjà entendu au moins un directeur général de Eneo dire la seule chose que je vais faire est celle que mon conseil d'administration me demandera, est celle que, et qui aura été en réalité, qui viendra de ce que l'actionnaire principal, c'est-à-dire la maison mère, aura demandé de faire. Je peux vous l'assurer. Donc, vous pouvez avoir autant de gens, il restera ce que Fanga a institué en disant voilà ce que eux ils attendent souvent. Il n'y a pas de blanc-seing. Et c'est pour ça que je terminais mon propos en disant que je pense qu'il faut qu'on remette Eneo, qu'on revienne à la Sonel, c'est-à-dire qu'on remette que les Camerounais reprennent la gestion d'un secteur aussi stratégique que cela. Maintenant, si vous avez des étrangers qui veulent venir investir dans la production, tant mieux. Parce que à ce moment-là, on a quand même beaucoup plus de tomates à vendre. Et il est fort possible que ces gens-là qui sont en amont et dont la production est totalement rachetée par la société de distribution, eh bien, eux, ils vont gagner leur argent. L'État doit avoir une stratégie qui fasse que tous ceux qui viennent chez nous viennent pour investir, pas pour distribuer. Mais distribuer, tout le monde peut le faire. Il faut que les gens investissent, qu'on voie ce qu'ils font. Or, ce n'est que dans la production qu'on va voir effectivement que voilà, il y a une usine qui est posée, il y a un barrage qui est posé. Pour ce qui est du gaz, il faut savoir que le gisement de Logbaba, si vous mettez une centrale à gaz de 400 MW, qui elle seule va utiliser ce gisement de gaz, vous en aurez pour 212 ans. Là, je vous donne des informations techniques de terrain. 400 MW, vous en avez pour 212 ans d'exploitation. Et je ne vous ai parlé que de Logbaba. Je ne vous ai pas parlé du bassin, de tout le bassin qui s'étend de Kribi, vous remontez, Edea, etc. Et vous allez jusqu'à Bomono, dans le sud-ouest, et jusqu'à Limbe. Je ne vous ai pas parlé de ça. Je parle seulement de Logbaba. Vous en avez pour 212 ans avec une centrale à gaz de 400 MW. Donc, nous avons un potentiel en termes de gaz. Et je vous ai parlé que d'ici. Je n'ai pas pris le Nord. On n'a pas parlé du Grand Nord. Bon, alors, il faut comprendre que, en même temps, je reste sur la stratégie. C'est ça qui est important. Pour qu'on industrialise notre pays, nous avons besoin d'énergie. C'est pour ça que vous allez voir du temps, quand tous les pays qui lancent leur industrialisation la soutiennent, vous les voyez dans les grands travaux, dans le secteur de l'énergie. Particulièrement dans la production d'électricité. Vous avez vu le barrage des Trois Gorges en Chine, vous voyez le barrage de la Renaissance aujourd'hui en Éthiopie, vous avez vu quand Mobutu a essayé dans les années 60-70 avec le barrage d'Inga, la première partie, vous avez vu tout ça. Vous avez vu le grand barrage que les Sud-Africains sont allés construire, je crois, au Lesotho, et qui fait vivre cet État parce qu'ils ont besoin d'électricité. Nous pouvons avoir des investissements. Le franc CFA est un frein, ce n'est pas nécessairement une barrière. Nous pouvons avoir des investissements colossaux, importants, en faisant des deals sur le troc avec d'autres pays sans passer par le franc CFA. Et c'est au niveau de la stratégie que cela doit se faire, au niveau de la vision de l'État et qu'est-ce que l'État doit faire. Donc là encore, attention, je ne vais pas donner de blanc-seing à l'État du Cameroun. J'ai simplement dit que quand nous analysons les choses, nous ne devons pas mettre la tête de nos compatriotes dans de l'eau bouillante sans tenir compte d'un certain nombre de choses. Nous devons leur faire des critiques, mais pas mettre leur tête dans de l'eau bouillante. Il faut que l'on comprenne très bien que les investissements dans ce secteur sont très lourds. Ce n'est pas des affaires en quelques centaines de milliers de francs ou en quelques milliards. C'est des affaires qui sont des dizaines de milliards ou des centaines de milliards. Il peut y avoir des stations thermiques, comme celles dont parlait ici, qui peuvent coûter pas grand-chose, et qui sont mais c'est des solutions, c'est encore la tactique, c'est-à-dire qu'on réagit et puis on fait une petite centrale quelque part. On ne peut pas fonctionner comme ça. Et d'autre part, la stratégie peut demander que certaines choses qu'on a connues avant soient remises au goût du jour. Vous avez ce qu'on appelle par exemple les barrages collinaires. C'est-à-dire, quand vous regardez la géographie du Cameroun, vous savez qu'il y a beaucoup de petites rivières qui ont des rapides, qui ont des chutes dans nos pays. Beaucoup. Et à partir desquelles on peut produire 2-3 mégawatts, parfois jusqu'à 5 mégawatts. Ce genre de petits barrages, qu'on appelle des barrages collinaires, donc c'est des rivières qui coulent le long des petits endroits. Donc vous pouvez avoir là des petits barrages qui sont faits, qui eux ne coûtent effectivement pas une fortune, qui permettent de produire entre 1 et 5 mégawatts et qui peuvent alimenter des villages, des petites villes, des bourgades. Et on dédie la grosse production qui est celle des barrages et des centrales à gaz à l'industrie par exemple. C'est une question de comment est-ce que
l'État s'organise pour répondre à un besoin réel de sa population. Et ce n'est pas une histoire où... ce n'est pas nous, ce n'est pas vous et moi qui allons dire à l'État du Cameroun ce qu'il faut faire. Il y a quand même tout un ministre et son travail, tout un ministère. Et le travail des gens qui sont là-bas, c'est de dire au Cameroun comment est-ce qu'on va résoudre le problème de l'eau, le problème de l'énergie. Donc les barrages collinaires sont une solution quand ils parlent des villages, mais... certains villages, parce qu'il n'y a pas les barrages dans tous les villages, mais on peut régler, voilà une des pistes. L'autre piste, c'est de dire que nous ne sommes pas la première puissance économique du monde pour nous lancer dans des projets de barrages qui vont coûter des centaines ou des milliers de milliards. On peut en avoir un ou deux. Mais nous avons des projets de court terme, ce qui permet de résoudre tout de suite le problème. Et là, vous parlez de l'industrialisation. Oui. Mais ces problèmes-là, ces solutions-là, c'est par exemple le gaz. Vous avez du gaz à Lugbaba, vous avez du gaz là-bas à Itindé, un peu partout. Vous pouvez l'utiliser, vous construisez des usines en 18 mois, 24 mois. Et vous apportez donc une solution tout de suite pratique à la demande d'électricité. Vous avez beaucoup de projets de promotion immobilière qui ont été arrêtés. Beaucoup de gens pensent que c'est lié à autre chose, mais lié à autre chose au fait qu'il n'y avait pas d'électricité. Il n'y a pas d'électricité. Vous avez des projets d'usines qui sont arrêtés à cause de cela. Mais la vérité est que, vous permettez, pardon, de jeter par là. En quelques secondes, oui. La vérité est que nous devons reprendre les secteurs stratégiques de notre économie entre nos mains. Ça ne devrait faire partie des lois de la prochaine session de l'Assemblée nationale. Vous avez l'énergie, vous avez l'eau, donc l'électricité, l'eau, le rail, vous avez les aéroports et les ports. Toutes ces choses doivent nous revenir pour deux raisons. La première, c'est que ces secteurs-là sont au cœur de toute stratégie de développement, d'industrialisation d'un pays. Deux, ces secteurs-là génèrent de l'argent au quotidien. C'est-à-dire que c'est du cash. Quand vous allez au port, on paye tous les jours. Quand vous allez, l'électricité, c'est tous les jours. L'eau, c'est tous les jours. Les aéroports, les ports, c'est tous les jours. Je vous rappelle que les aéroports de Douala et Yaoundé génèrent 4 milliards par an. C'est-à-dire, dans les bonnes saisons, c'est 4 milliards par jour. C'est 4 milliards que toutes les compagnies aériennes encaissent chaque jour. Avant la crise du coronavirus. Comment on peut laisser de telles choses être gérées par des étrangers alors que nous avons besoin de ce cash pour construire des écoles, des universités, des routes, etc. Donc, je crois que en réalité, ce que nous avons à faire, c'est de faire tout ce mix-là, des barrages collinaires, des barrages de centrales à gaz ou même ou avec d'autres choses. Vous avez par exemple les usines de méthane, les déchets ménagers que nous devons avoir. Et je crois qu'il est dangereux, cette solution qui consiste à faire parcourir la ville avec des gazoducs pour aller alimenter des entreprises, alors que si on avait une bonne production d'électricité, on n'aurait pas besoin de ça. Parce qu'en fait, ce qu'on demande ici aux entreprises, c'est d'avoir en fait des mini-centrales dans leur enceinte pour produire cette électricité. Il n'y a que le gaz qui arrive. Mais c'est extrêmement dangereux. André Guissel Fanga, pendant ce temps, il faut le dire, toutes les populations camerounaises sont en colère à cause des délestages, il faut le dire, de chaque jour. Il n'y a pas une seule journée qui passe sans que, il faut le dire d'ailleurs, qu'il n'y ait pas de délestage. D'ailleurs, certains téléspectateurs qui nous appellent souvent ou nous écrivent nous font savoir qu'on n'a pas pu regarder l'émission parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Et Neo est dans la stratégie du coup d'État. C'est clair. Non, mais je l'assume. Voilà. Et Neo est dans la stratégie de déstabilisation du Cameroun. Et Neo est dans la logique qu'il faut tout détruire au Cameroun. Parce qu'en réalité, ils ont fait une fausse affaire. Parce qu'ils pensaient qu'ils allaient trouver une vache à lait, ils vont s'engraisser. Finalement, les secteurs qui étaient producteurs, qui devaient leur produire beaucoup d'argent, ont été enlevés. Et maintenant, ils trouvent d'autres stratégies maintenant pour essayer de faire trinquer le petit Camerounais, qui manque d'abord vraiment de se nourrir normalement. Et maintenant, il vient prendre même encore les petits sous qui lui restent, par le vol, parce que c'est du vol. Donc je pense que, de manière unanime ici, nous devons nous constituer comme des Camerounais et aller porter plainte à Neo pour vol aggravé. Parce qu'on ne peut pas continuer à laisser une entreprise comme celle-là. Et vous allez trouver des Camerounais, bien, parce que nos amis, nos anciens collègues sont là-bas, surtout à la cellule de communication, là, tu vas entendre maintenant ce qui va sortir de là. Mais pour dire que on ne peut pas continuer. Comment un Camerounais qui habite Biyema, s'il peut consommer 1 milliard, sa facture est venue 1 milliard 577 millions.
1 milliard, un citoyen de Biyemasi. Donc Eneo va lui verser 750 millions d'abord. Donc vous comprenez que en réalité, on est dans une organisation démoniaque. Parce que quand vous demandez à quelqu'un de vous payer un ménage, une maison, vous payez 1 milliard de factures d'électricité. Mais ça veut dire que c'est sûr que ce monsieur a sûrement les industries dans sa maison. Le sous-sol, oui. Ou dans le sous-sol, ou bien c'est sûr qu'il a tout un pays même en bas. Parce que c'est incompréhensible. Donc vous comprenez qu'on est dans une situation où il faut régler ce problème immédiatement. Et régler ce problème immédiatement, c'est que le conseil d'administration qui est là, parce que les gens veulent dédoyer le conseil d'administration. Mais écoutez, le président du conseil d'administration a quand même un droit, s'il était patriote, s'il voulait véritablement... Voilà. S'il voulait véritablement que les choses changent, il aurait pris de bonnes décisions. Il aurait dit. D'ailleurs, même, vous savez pourquoi Nana Concho est parti de Eneo? Ça, c'est un autre débat. C'est justement un autre débat. On va pas également revenir sur l'autre débat de la Tradex avec tout ce que nous connaissons de l'électricité. Hein. Vous avez le mot de la fin, patient, pas fin d'homme. Non, d'abord, c'était un très bon débat, mais je veux, avant de sortir, dire quand même à nos amis, surtout à mon ami Yam, qu'il faut faire attention. Le régime que nous avons là, ils ont dans leur escarcelle beaucoup de données. La question des barrages coloniaux dont tu parlais, ça existait au Cameroun. Bien sûr. Dans la partie anglophone. Bien sûr. Donc ils savent que cette solution existe, elle était efficace. Pourquoi ils ne l'appliquent pas? Pourquoi? C'est un choix délibéré. Ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas, ils savent. Mais ils ont fait un autre choix, une autre option, qui consiste à dire on va confier tout le pactole à un seul groupe pour que nous on puisse continuer à faire des business. Pourtant, on a déclaré libéraliser le secteur de l'électricité. Oui, mais la libéralisation du secteur de l'électricité, c'est ce que nous contestons. On dit que c'est très dangereux. On veut démontrer que c'est très très dangereux. Donc on peut faire autrement. Je veux sortir simplement en interpellant les jeunes agents des néo qui vont dans les maisons. Ils trouvent quelqu'un avec un vieux compteur triphasé. Ils disent, ah, votre compteur ne tourne pas bien, on va le changer, on va mettre des compteurs intelligents. Et ils viennent un jour, ils enlèvent votre compteur triphasé. Sans vous aviser, sans vous aviser. Non, il faut un petit nom, dit que allez à Koumassi, il y a dans une pièce là, il y a un monsieur qui vous attend, qui va dire que votre compteur là, il faut qu'on vous dote d'un compteur intelligent. Moi je dis non, moi je vais laisser mon vieux compteur. S'il ne tourne pas, essayez de rafistoler, mais c'est un triphasé. Je ne suis plus sûr d'avoir un compteur aussi robuste que celui-là. Non, ils vont vous dire que non, vraiment, et ils viennent, ils enlèvent votre compteur. Vous parlez de la loi, vous allez vous adresser à quel juge? Vous savez la cadence, le temps qu'il faut pour aller passer non, c'est eux qui doivent dans un tribunal pour attendre. Non, c'est eux qui doivent vous empêcher l'accès. C'est eux qui doivent vraiment. C'est eux qui doivent. C'est Eneo doit vous produire, doit vous apporter une ordonnance qui lui donne. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi, je dis que même cette ordonnance, admettons même qu'ils la produisent. Non, il la produit jamais. Vous voyez la cadence de nos tribunaux? Mais c'est parce qu'il y a trop de jeunes qui ont pris le métier. Non, ce n'est pas ça. J'ai l'impression qu'on leur demande ils doivent avoir des objectifs. Des objectifs à atteindre. C'est comme les gars des Zakam, les chauffeurs de Zakam, qui bousillent les voitures des gens et les motos. Parce qu'ils ont des objectifs. À partir de tel tonnage, tu as encore un bonus comme ça. Donc, à partir du moment où les gars fonctionnent sur la base des objectifs, comme ils sont très nombreux, et que, comme quelqu'un vient de le démontrer, on aurait pu rendre la gestion de ce travail de venir relever, de venir déposer les factures un peu plus light. On n'aurait pas besoin de toute cette armée. Mais, comme ils ont des objectifs, il faut justement qu'ils donnent l'impression qu'ils atteignent justement leurs objectifs. Donc, je dis donc que, s'il vous plaît, une seconde. Et c'est la plupart des gars de sous-traitance maintenant qui sont devenus des malfaiteurs qui viennent dans des maisons couper de l'énergie pour rien. Je vous dis bien que c'est encore des Camerounais. Parce que la plupart des sociétés, Eneo s'est retrouvé, il a rompu plusieurs contrats de sous-traitance. Et c'est ces jeunes de sous-traitance maintenant qui vont dans les quartiers pour sillonner. Ici là, est-ce qu'on a rafistolé? Est-ce que c'est eux qui coupent le courant aux gens? Vous comprenez pas, parfois, Eneo n'est même pas au courant. Donc, il faut sensibiliser nos frères d'abord aussi. Que arrêtez ça parce qu'ils vont créer des émeutes. Parce que la plupart des quartiers sont sortis pour leur dire, mais attends, arrêtez ça. Ou même d'abord l'ordonnance qui vous permet de venir couper le courant aux gens. Donc voilà. Terminons avec Patient Parfait d'homme avec ce propos. Revenons
aux fondamentaux que nous avons bien dessinés sur le plateau, c'est-à-dire que l'État doit être le nouveau propriétaire d'un secteur stratégique pour impulser. On est tous d'accord, monsieur Ndong. Passons par fait, je vous dis merci d'avoir été là ce matin. Albert Anatola ici, merci. Docteur Ya, merci. André Kisselfanga, merci à vous. Que Dieu bénisse le Cameroun. Que Dieu bénisse le Cameroun. Ça vous passe. Et que, bon, passez une bonne semaine, messieurs. Surtout délivre Néo, parce que vraiment, ça, c'est un problème grave. Messieurs, c'est terminé pour ce matin. Mesdames, messieurs, c'est terminé ce matin pour cette édition de l'IBS Matin. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. N'oubliez surtout pas, votre dos c'est le passé, votre devant c'est l'avenir. Là où vous vous trouvez en ce moment, si c'est le présent, qu'est-ce qu'on fait du présent? Eh bien, on en profite. À demain, c'est adieu. Au revoir.